Bonjour à tous, on est ravis du succès des invitations de cette réunion. Vous êtes assez nombreux ce matin à nous rejoindre pour parler du développement des visites virtuelles, notamment donc, sur notre plateforme Explore Paris, donc, qui est l'outil mutualisé qui est co-géré par Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, Seine-Saint-Denis Tourisme et le département des Hauts-de-Seine. Donc, ça nous tenait à cœur de vous proposer un rendez-vous dédié pour les sites culturels, mais aussi les sites de visite, pour parler de cet outil des visites virtuelles, qui est à la fois un outil qui nous permet de compenser ou en tout cas de garder le contact avec le public dans ce contexte de crise. C'était pas fait exprès, mais au lendemain d'une nouvelle annonce de prolongation des mesures renforcées de confinement, je pense que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, mais on souhaitait aussi vous proposer ce rendez-vous parce que les visites virtuelles sont aussi un outil à long terme. Et donc, on va vous proposer dans le courant de cette heure et demie de réunion de découvrir un peu ce que nous proposons sur Explore Paris déjà actuellement en termes de visites virtuelles. Donc, ce seront mes collègues de Seine-Saint-Denis Tourisme qui vont nous présenter ça. Ensuite, on aura 3 témoignages de sites culturels qui ont déjà développé des visites virtuelles. Et ensuite, on vous proposera un temps d'échange. Alors, avant de commencer l'introduction, je vais vous proposer un petit sondage qui va nous permettre de comprendre, de savoir un peu qui vous êtes et puis pour quelles raisons vous avez souhaité participer à cette réunion d'aujourd'hui et ce que vous en attendez. Donc, n'hésitez pas à participer au sondage avant qu'on démarre effectivement les présentations et les interventions. Alors, donc voilà les résultats. Vous les voyez comme moi, je pense. Donc, on a une bonne moitié des participants qui ont déjà organisé des visites, des conférences virtuelles et donc 37% qui n'en ont pas encore organisé, 9% pour lesquels qui sont en train de le faire. Donc, super, ça promet des échanges entre ceux qui sont un peu plus expérimentés et ceux qui sont un peu moins. Et donc, sur les attentes, c'est ce qu'on se disait justement avec mes collègues juste avant la réunion. On est content de voir que vous êtes curieux de voir ce que peuvent être ce type d'offres, même pour ceux qui n'ont pas encore de projet très concret de développement des visites virtuelles. Et on voit aussi sur les résultats que certains souhaitent en développer, mais n'osent pas se lancer. Donc, on espère vous convaincre de pouvoir le faire et évidemment, on sera à votre disposition pour vous y aider ensuite. Merci à tous d'avoir participé à ce petit sondage. On va donc démarrer les présentations. Jade et Muriel, si vous voulez lancer votre présentation, c'est à vous. Hop, j'y vais. Bonjour à tous. Donc, on va faire cette présentation à deux voix, Jade et moi. On travaille toutes les deux pour Seine-Saint-Denis Tourisme et ça nous semblait important de revenir un petit peu sur Explore Paris, qui est derrière Explore Paris. Donc, exploreparis.com, c'est une plateforme qui est co-gérée depuis 2018 par les Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis Tourisme et Val-de-Marne Tourisme et Loisirs. Donc, les trois entités on a participé toutes les trois, en fait, toute l'équipe à organiser, à monter la réunion de ce matin. Et le but d'exploreparis.com, de la plateforme, c'est de proposer des visites hors des sentiers battus pour découvrir Paris et le Grand Paris. Donc, on va couvrir la zone de Paris et du 92, du 93 et du 94 avec une offre qui s'articule autour de plusieurs thématiques. Ça va des savoir-faire au patrimoine en passant par la nature, l'eau, les découvertes culinaires. Il faut savoir qu'en 2019, on a enregistré près de 45 000 participants à ces visites. Donc, voilà, c'est une plateforme qui fonctionne bien. Et juste un petit mot pour dire qu'on est signataire du contrat de destination avec l'Office du tourisme et des congrès de Paris, avec la RATP, le Welcome City Lab, l'IREST et Atout France. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu l'environnement autour d'Explore Paris. Alors, attendez. Évidemment,
l'année dernière, il y a pile un an, au mois de mars l'année dernière, en réaction à la suspension des visites physiques, on a souhaité développer une offre virtuelle, d'abord avec nos guides, ensuite avec les institutions culturelles que vous êtes. Et ces premières offres ont été prêtes au mois de mai à être lancées. Et ça permettait de transposer les visites physiques sous forme de conférences en ligne. Et on a rencontré un beau succès de fréquentation avec 5500 personnes qui ont participé à une visite virtuelle entre mai 2020 et janvier 2021. En moyenne, un tout petit peu plus de 12 participants par visite, avec une différence notable entre les visites virtuelles gratuites et puis l'offre payante. Donc à peu près 36, un petit peu plus de 36 visiteurs en moyenne pour les conférences gratuites, un tout petit peu plus de 8 pour les conférences payantes, mais avec de grosses disparités aussi en fonction des tarifs. Un petit mot sur l'origine géographique. On a 85% de franciliens, 10% de provinciaux et 5% d'étrangers qui participent à ces visites virtuelles. Et maintenant, je vais passer la parole à Jade. Oui, bonjour à toutes et tous. Voilà, ça nous semblait important de redéfinir un petit peu ce qu'était une offre virtuelle pour nous, d'autant que là, on voit avec le sondage que vous êtes plusieurs à ne pas en avoir déjà proposé. Alors, j'imagine que depuis plusieurs mois, vous avez déjà suivi des visioconférences, mais voilà, c'était important de revenir là-dessus pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc voilà, tout ce qui est proposé sur Explore Paris sont vraiment des choses en direct et interactifs. C'est important de le souligner parce que c'est vrai qu'on a souvent des demandes. On nous demande si ce sont des choses préenregistrées ou des balades in situ. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est derrière son ordinateur, qui a préparé une présentation avec tout un tas d'archives, que ce soit des textes, des visuels, des vidéos, des interviews parfois. Voilà, et qui présente ça au public en direct live et interactif avec un temps important, voilà, de retrouver un peu de chaleur humaine même en ces temps, et c'est ce qui est apprécié par le public. Donc voilà, après on évoquera évidemment différents formats qui peuvent être développés par la suite, des choses peut-être en live dans des lieux ou dans des quartiers, mais pour l'instant c'est ce que nos partenaires proposent. Voilà, même si le format est le suivant de visioconférence, c'est vrai qu'on voit un petit peu des formats différents. Au début, les guides ont vraiment adapté leur parcours, les choses qu'ils faisaient à l'échelle d'un quartier. Et puis, au fur et à mesure, des lieux culturels comme vous s'y sont mis. Donc là, c'est plutôt à l'échelle d'un lieu défini. Et on peut souvent avoir des possibilités de captation 3D du site, donc en amont et puis qui est présenté par la suite, ou des captations 3D éventuellement de l'exposition qui était en cours dans le site. Voilà, plein de choses différentes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure aussi, il y a des spécialistes, des historiens, des historiennes qui nous ont proposé des conférences autour de thématiques données. Par exemple autour d'un ou d'une architecte, d'une exposition, d'un concept, autour d'un hôpital éventuellement, voilà, des choses à la fois précises et puis aussi plus larges, voilà, qui permettent souvent de casser un peu les frontières géographiques qui sont souvent communales, et voilà, là on peut passer d'une commune à une autre, d'un territoire à un autre, d'une thématique à une autre, donc c'est aussi ça l'intérêt du virtuel. Donc voilà, et aussi ce qui est important, c'est que parfois ça peut rendre visible un peu l'invisible. On peut le voir avec des visioconférences autour de fouilles à l'échelle du Grand Paris, ou autour de bâtiments détruits, voilà, d'artistes, de street artistes qui avaient fait des choses qui n'existent plus. Donc voilà, ça permet aussi vraiment de refouiller un petit peu tout ça, de montrer aussi des archives qu'on a du mal à montrer in situ. Donc voilà, ça permet aussi tout ce genre de choses. Je veux bien que tu passes à la suivante, Muriel. Voilà, et puis c'est vrai que là déjà on est encore dans cette situation de confinement où les balades en physique sont très très réduites, voire inexistantes. Donc on pense vraiment que c'est une offre qui a pérennisé et qui, même au-delà de cette situation sanitaire, sera pertinente à pérenniser. Il faut vraiment la voir comme une offre en parallèle et complémentaire de l'offre physique.
Et puis, voilà, on l'a dit, ça permet d'entretenir le lien avec le public, de souvent faire l'effet d'un teaser finalement, où on a envie, après avoir fait la visioconférence, d'aller dans le site dont on a parlé, dans le quartier qu'on a visité. Voilà, c'est souvent les commentaires qui reviennent. On a des gens qui sont fidèles aussi, qui reviennent. On a un projet là autour d'enquête de patrimoine du département de la Seine-Saint-Denis qui a bâti le Grand Paris. Et puis, il y a différentes conférences virtuelles qui sont organisées autour de telle ou telle commune. Et on voit qu'il y a une fidélisation du public qui revient à chaque visioconférence. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et puis, ça permet surtout de toucher un public plus large. Nous, c'est vrai qu'Explore Paris était beaucoup à l'échelle des Parisiens franciliens. Et là, on a réussi à toucher un public hors Île-de-France, un public étranger, et surtout un public en situation de handicap ou des personnes âgées qui étaient pas forcément aptes à pouvoir se balader 2-3 heures dans un quartier. Donc voilà, ça permet vraiment ces deux choses en parallèle. Voilà. Je veux bien que tu passes à la suivante. On essaye de faire vite pour que les échanges soient... Et puis voilà, on voulait vous montrer que voilà, toutes les équipes d'Explore Paris étaient là pour vous aider, que ça aille au début d'un accompagnement sur définir avec vous l'offre, éventuellement faire des tests pour prendre en main l'outil de visioconférence que vous aurez choisi. Ensuite, en termes de tarifs, c'est vraiment à vous de le définir. Alors, il y en a des gratuites et des payantes parce que voilà, tous les partenaires sont différents. On travaille avec des collectivités, des associations qui proposent des choses gratuites et puis parfois des choses payantes. Et on a décidé qu'Explore Paris prenait 1 € de commission par billet par personne, peu importe le tarif du prix de vente qu'on aura défini ensemble. Et ensuite, Explore Paris gère vraiment tout. Alors, vous le savez si vous travaillez déjà avec nous pour des balades et des visites physiques, mais voilà, de l'inscription, de l'envoi du lien, du SAV, de la liste des participants qu'on vous envoie. Voilà, le participant reçoit en fait lors de son inscription et 48 heures avant la prestation le lien de connexion et toutes les informations techniques sur Zoom, Teams, Jitsi, etc. Donc voilà, il a a priori toutes les informations et puis on fonctionne par reddition de compte. Donc là, on rentre un peu dans le technique, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, on vous fait un récapitulatif des ventes en début de mois suivant et voilà, on procède à un virement bancaire. Donc c'est assez simple là-dessus. Et bah, je vais reprendre la parole pour vous dire que Explore Paris, c'est à destination d'un public individuel, mais on développe aussi ces offres. Ces offres sont adaptables aux groupes et aux différentes demandes qui nous sont adressées, notamment par l'intermédiaire des CSE. Donc, pour répondre à une demande, on a par exemple développé une offre spécifique pour la pause méridienne. Et puis, on a des fichiers qui nous permettent de communiquer régulièrement sur les nouveautés auprès de notre public de groupe et de CSE. Donc, on travaille vraiment sur à la fois une cible individuelle et une cible de groupe. Ça, c'est important de le savoir. Par exemple, depuis janvier, on a vendu 46 visites virtuelles pour des groupes. Alors, c'est des publics qui sont très, très variés. Ça peut aller du Crous à une entreprise. On a plusieurs ministères, on a des collectivités. Et ces visites ont accueilli entre 12 et 115 participants. Alors, c'est sûr que sur 115 participants, l'interaction, elle est moins importante que quand on est 12. Mais voilà, ça montre aussi le succès de ce qu'on propose. Un petit mot aussi sur les retombées presse. On a été très rapide avec Explore Paris à se lancer sur la visite virtuelle. C'est vrai qu'on s'est lancé en mai 2020, mais au deuxième confinement, on avait une offre très, 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 très développée, très importante. Et ça nous a valu beaucoup de retombées presse, que ce soit dans Télérama, sur BFM Paris, le journal du dimanche, ou sur des blogs comme le blog Mon passeport pour le monde sur la Croix, My Little Paris, mais aussi, et ça c'est très important pour nous, sur la presse locale, mais la presse ultra-locale, les journaux des villes, par exemple, qui ont relayé les offres qui concernaient les habitants. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Et puis, un dernier mot pour partager les contacts.
On vous les renverra de toute manière, mais comme vous pouvez le voir, selon votre zone, vous aurez comme contact soit Charlotte pour le département des Hauts-de-Seine, soit Jade ou moi pour la Seine-Saint-Denis, et puis Camille, Célia ou Aurélie pour le Val-de-Marne. Voilà, et pour moi c'est terminé. Camille, je te laisse la parole. Merci Muriel. Du coup, on va pouvoir passer au témoignage des sites culturels. Et donc, pour commencer, je vais donner la parole à Alix Quéré du Mémorial de la Shoah de Drancy. Pour tous les participants, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant les présentations. On prendra les questions à la fin. Voilà, n'hésitez pas à poser au fur et à mesure des présentations, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat. Alix, si vous voulez commencer, c'est à vous. Voilà. Bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Alix Quéré, je suis coordinatrice en charge des activités pédagogiques pour le Mémorial de Drancy. Pour vous expliquer peut-être juste notre fonctionnement, parce que je ne pense pas que vous connaissiez tous le site, donc il y a un mémorial à Drancy, mais qui dépend du Mémorial de la Shoah de Paris. Donc moi, je suis vraiment basée à Drancy, mais l'équipe pédagogique est polyvalente sur les deux sites. Je vais vous partager un PowerPoint. Je vais élargir un petit peu en fait le sujet. Enfin, vous parlez des visites virtuelles. Moi, je voulais vous montrer ce qu'on peut maintenir comme activité dans le... Alors, je lance le... Hop, voilà. Normalement, vous voyez tous le PowerPoint. C'est bon. Oui, je vois Jade qui me fait oui de la tête, donc c'est bon. Vous montrer en fait, nous, ce qu'on a pu maintenir comme activité culturelle depuis ce premier confinement il y a un an, puisqu'on a de la chance dans notre malheur. Nous, on a un public qui est à 75% un public scolaire. Donc en fait, on a un certain nombre d'activités qui ont pu être maintenues malgré les confinements successifs. Je vais commencer rapidement par les activités pour les scolaires et ensuite pour les activités pour les individuels. Donc nous, il faut savoir qu'en fait, on développe les activités hors les murs en région depuis 2015. En fait, très concrètement, depuis les attentats de 2015, il y a eu une demande très importante, à la fois parce qu'avec Vigipirate, il y a des groupes dans certaines régions de France qui ne pouvaient pas se déplacer jusqu'à Paris. Donc en fait, on a fait le choix de venir à eux. Et nos ateliers, donc c'est au programme scolaire à partir du CM2 jusqu'au lycée. Là, vous voyez une de mes collègues donc, qui est avec une classe de CM2. Et outre le programme scolaire, en fait, on avait une demande des enseignants sur des thématiques qui dépassent l'enseignement historique pur et dur, mais qui demandaient à s'élargir sur des questions de société. Donc, on a développé des ateliers sur tout ce qui est complotisme, préjugés racistes, etc. Et donc, des fois, on fait des interventions aussi en urgence, puisqu'il y a eu un problème, des actes racistes, antisémites, que sais-je, dans l'établissement. Et donc, on agit sur le moment. Donc, ces ateliers se sont développés. Là, on a des collègues qui sont formés spécialement à ce qu'on appelle le hors les murs, donc qui partent une semaine sur 2 et dont le planning est rempli jusqu'à la fin de l'année. Hein, c'est maintenu, hormis là depuis les annonces d'hier soir, effectivement. Donc les ateliers prévus en avril sont a priori annulés et reportés, on espère, au mois de mai. Et depuis la rentrée, enfin depuis le déconfinement en mai 2020, on a développé les ateliers hors les murs en Île-de-France qu'on faisait très peu jusque-là, et on a vraiment développé ce qui nous a permis de maintenir 45% de notre activité prévue sur site hors les murs. Donc les ateliers qu'on propose dans les murs sont transformés pour pouvoir être faits sur un format de 2 heures. Généralement, c'est le temps qui est alloué en classe, et donc on se déplace dans toute l'Île-de-France. Il faut savoir que ça nous a aussi permis, parce qu'on a pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de notre structure, on est une équipe de 10 permanents, donc 10 personnes en CDI au service pédagogique au sein du mémorial. À cela s'ajoutent environ 20 personnes, même plus de 20 personnes qui sont des intervenants ponctuels, donc des personnes qui sont payées soit à l'intervention, qui animent un atelier très spécifique, soit qui ont un contrat, un CDD à temps plein ou à mi-temps. Et donc on avait aussi une responsabilité par rapport à ces personnes, puisqu'évidemment il faut pouvoir leur assurer une certaine activité. Donc le hors les murs a permis de maintenir, de reprendre la quasi-totalité des personnes qui travaillent pour nous en CDD. Depuis la rentrée 2020, on a aussi développé les opérations pédagogiques extérieures, donc qu'on appelle OPE entre nous, en Île-de-France, c'est-à-dire qu'on a des expositions itinérantes. On a une collègue qui gère une vingtaine d'expositions itinérantes sur divers sujets, donc sur la Shoah, sur les génocides, etc. Et là, le prêt s'est développé vraiment
pour l'Île-de-France, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de 3 expositions qui sont prêtées gratuitement au sein des établissements, généralement qui sont installés dans les CDI, puisque c'est là où il y a le plus de place dans les établissements. Donc les 3 expositions qui ont été choisies, c'est l'exposition Simone Veil, puisque la thématique s'inscrit non seulement dans l'enseignement de l'histoire, mais aussi dans tout ce qui est enseignement moral et civique, donc c'est transdisciplinaire. Une exposition sur le sport miroir de nos sociétés, et la dernière sur 1940, les premiers engagements, puisque le concours national de la résistance et de la déportation de l'année dernière et de cette année donc, est sur l'année 1940, les premiers engagements. Et donc, on prête cette exposition. Les livrets pédagogiques, vous voyez, les élèves qui sont en train de les remplir sont téléchargeables depuis notre site internet. Donc, les enseignants peuvent faire le choix soit d'animer l'exposition directement. Généralement, ils demandent à ce qu'il y ait des médiations sur site, c'est-à-dire des médiateurs du Mémorial de la Shoah qui se déplacent et qui viennent animer l'exposition pour plusieurs classes de l'établissement. Et à cela s'ajoute, si les enseignants le souhaitent, et généralement c'est le cas, hein, c'est vraiment assez complet, des ateliers pédagogiques pour enrichir un petit peu cette exposition. Notamment pour l'exposition Simone Veil, on a un atelier pédagogique éponyme. Et on a développé également, donc on a des visites témoignages, donc avec, là vous avez deux témoins dont vous avez peut-être entendu parler, Élie Buzyn qui a été déportée à l'âge de 15 ans et Arlette Testiller qui était une ancienne enfant cachée. L'âge des témoins fait que évidemment il n'est pas question de les mettre au contact de publics scolaires ou de publics tout court, comme c'était le cas jusque-là. Donc on a développé les témoignages en retransmission pour les établissements scolaires et pour le public individuel. Et donc là, vous avez 2 espaces du mémorial. Là, c'est un de mes collègues du service dans l'auditorium. Donc, c'est filmé en direct avec effectivement un temps d'échange en direct. Et là, c'est dans une des salles pédagogiques du mémorial. Voilà. Et quand il faut, on peut aussi se déplacer directement chez les témoins quand ils habitent en Île-de-France pour faire ce témoignage depuis chez eux. En ce qui est le public individuel qui a finalement été le plus impacté par ces confinements respectifs, donc mes collègues qui gèrent le service des activités culturelles ont fait le choix depuis la rentrée de septembre de faire une programmation 100% virtuelle pour les activités culturelles, c'est-à-dire même en septembre-octobre où on était encore ouvert au public, eh bien toutes les activités étaient rediffusée en direct sur le site internet du mémorial et sur les réseaux sociaux. On a un compte Facebook, Instagram et YouTube. Et donc là, depuis le mois de novembre, effectivement, les activités donc, qui ont lieu principalement le jeudi soir et le dimanche après-midi sont 100% virtuelles. Et puis, particulièrement pour le site de Drancy. Donc, pour le site de Drancy, il y a généralement ce qu'on appelle les rendez-vous de Drancy qui ont lieu une fois par mois. Où on a développé donc une offre virtuelle avec certains partenaires, notamment Explore Paris. Hein. D'ailleurs, merci Jade et Muriel qui sont venus me proposer donc au mois de novembre de développer des activités. Il faut savoir que ce soit à Paris ou à Drancy, tous les dimanches après-midi en temps normal, on propose une visite gratuite pour le public individuel. Et en ce qui concerne Drancy, donc Explore Paris relaye cette visite gratuite. Et là, elle a proposé, donc Muriel et Jade m'ont proposé pour pallier finalement à cette absence de visite, de développer une visite virtuelle du site, ce qui était très intéressant puisque faire une visite du site virtuellement, c'est un peu aride. Et donc, j'ai choisi de faire une visite thématique. Donc, par exemple, là, moi, j'en ai fait une sur Georges Oran, qui est un artiste qui a été interné au camp de Drancy et dont l'œuvre graphique et littéraire est extrêmement intéressante pour apprendre davantage sur l'histoire du camp. Et j'ai une collègue qui, dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, a fait une conférence sur les femmes résistantes qui ont été internées au camp de Drancy. Voilà, donc c'est des thématiques qui peuvent être aussi liées à l'actualité. Et effectivement, par rapport à ce que Jade disait, c'est vrai que c'est pas la même chose qu'une rencontre en réel, mais ça nous a permis d'avoir un public de toute la France et même de l'international. Et donc ça, c'est vrai que c'est une richesse pour nous, c'est ce qu'on n'avait pas jusque-là. Évidemment. Et on a fait, par exemple, aussi, on a des partenaires comme le Festival littéraire Hors Limite, un festival littéraire de Seine-Saint-Denis, qui a cette année décidé de faire un événement 100% virtuel. D'ailleurs, le festival court jusqu'au 10 avril. Et donc, à cette occasion, dimanche dernier, on a eu une rencontre littéraire, donc virtuelle, avec une auteure rwandaise. Pour vous montrer aussi ce qu'on a pu maintenir
physiquement, on a développé des activités pour les familles. Ça, c'était quelque chose qui nous était demandé beaucoup parce que souvent, les gens viennent avec des enfants. Nous, il faut savoir que la visite pour les individuels, on la conseille à partir de 12 ans. C'est quand même un sujet qui est très lourd, qui est très dur. On va parler de choses très dures, on va avoir des images très difficiles. Donc, effectivement, des fois, il y a des gens qui venaient avec des enfants de 6, 7, 8 ans et on leur disait, non, c'est pas de leur âge. Et donc, il y avait une volonté de développer ces visites famille. Et là, depuis plusieurs semaines, tous les dimanches, on proposait des visites du Marais Juif, donc en extérieur uniquement, avec des groupes extrêmement limités. Donc, famille, c'est vraiment adapté à des jeunes enfants. L'idée, c'est vraiment de cibler ce public familial et également une visite. Alors, malheureusement, on n'a pas pu la faire puisqu'on l'avait programmée le week-end où le confinement a été annoncé, mais donc sur les traces d'Hélène Baird dans Paris. Et on espère que dès qu'on pourra rouvrir, on maintiendra également ces visites en extérieur. Et puis, depuis le 22 mars, donc la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, on a une exposition en plein air qui est ici. En fait, on est vraiment dans cette passage qui s'appelle l'Allée des Justes, qui est vraiment juste à côté du mémorial de la Shoah à Paris. Et donc, vous avez ces panneaux qui permettent de parler des génocides du XXe siècle, puisque on est dans le cadre de cette semaine et qu'également, au mois d'avril, on est dans les commémorations à la fois du génocide des Arméniens et du génocide des Tutsis au Rwanda. Et puis, ça a été l'occasion aussi de développer des ressources en ligne, ce qui était en projet depuis longtemps, mais là, disons que ça s'est accéléré. Il est prévu à la rentrée 2021, septembre 2021, de lancer ce qu'on appelle le labo de la pédagogie. Ouais, on adore les titres un petit peu farfelus, avec ce qu'on appelle des vidéocapsules, donc des vidéos assez brèves sur les différents génocides du XXe siècle ou sur des thématiques spécifiques. L'idée, c'est vraiment de proposer des ressources pour les enseignants, des fois qui peuvent être un peu submergés par tout ce qu'on peut proposer, etc. Et là, c'est vraiment l'idée qu'ils puissent les utiliser en classe, quand on a seulement 1 heure ou 45 minutes de cours, pouvoir avoir des vidéos de 10 ou 15 minutes qui permettent d'enrichir le cours, des livrets pédagogiques téléchargeables, des ressources également, cartes, etc. Et puis des visites virtuelles des sites de Paris et de Drancy. Donc, je vous ai mis le lien puisque celle du Mémorial de Paris est déjà en ligne et celle de Drancy ne devrait pas tarder. Et voilà, je vais terminer mon PowerPoint. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Oui, je crois qu'il y a des questions. Alors, je ne sais pas si j'y réponds directement. Oui, avant de passer la parole à l'intervenante suivante. Alors, témoignages retransmis. Les classes sont connectées en live avec Zoom, avec écran unique pour toute la classe. Oui, alors ça dépend. Des fois, ça se... Alors, puisqu'on le faisait en fait avant le confinement, généralement quand c'était des témoignages en retransmission avant le confinement, la retransmission avait lieu pour toutes les classes d'un même niveau, par exemple tous les troisièmes de l'établissement au CDI ou s'ils avaient une salle suffisamment grande pour. Maintenant, avec les normes Covid, effectivement, c'est par classe. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que toutes les classes sont équipées d'un vidéoprojecteur généralement, et donc le témoignage est retransmis en direct dans la classe. Et ça peut être pour un seul établissement ou pour plusieurs établissements en même temps. Alors, quel est le tarif pour l'intervention d'un médiateur sur une école, tout compris? Alors, le tarif pour un atelier est de 75 €, sachant qu'on a énormément de conventions avec le département, avec la région, ce qui fait qu'il y a énormément de classes qui sont exemptées de ce tarif. De quelle manière votre budget de fonctionnement a-t-il été redéployé en matière de matériel, compétences vidéo? C'est une bonne question. Il faudrait qu'on fasse un bilan. En fait, il faut savoir que ce que je vous ai présenté, donc ça dépend aussi d'autres services comme le service des activités culturelles. Donc, moi, ce que je peux vous dire, notamment pour tout ce que je vous ai dit à propos des conférences virtuelles le jeudi, le dimanche, on fait appel à une société extérieure qui gère tout cet aspect technique, qui gère le background. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile parce que eux, c'est vraiment leur métier et qu'on n'a pas, nous, à gérer ça. Il y a aussi un budget important qui a été alloué à la communication pour le développement des visites virtuelles et effectivement la communication autour de nos activités virtuelles.
Bonjour, si quelqu'un a des chiffres et retours d'expérience sur les différences entre les lives Instagram versus live YouTube, je suis intéressée. Oui, alors nous, il faut savoir qu'on fait un bilan pour les activités en fait après, donc le nombre de spectateurs uniques, le nombre de connexions, le nombre de personnes qui ont suivi sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sachant qu'effectivement, généralement, les gens qui suivent sur Instagram ou sur YouTube ne suivent pas l'ensemble de la conférence. Ça, c'est vraiment les gens plutôt qui vont suivre via Zoom, qui est l'outil qu'on utilise donc pour ces activités. Voilà, a priori, il n'y a pas d'autres questions, donc je vais laisser la parole à l'intervenant suivant. Merci à vous. Beaucoup, Alix. Merci beaucoup et merci pour toutes les questions de la part des participants. Merci. On pourra, si d'autres questions venaient, donc il y a un temps d'échange sur la dernière partie de la réunion, donc n'hésitez pas à garder vos questions de côté pour ce moment-là. Alors, on va changer de territoire, mais on va aussi changer de structure et de thématique avec le prochain témoignage. Donc là, on a vu quand même un témoignage d'une structure assez conséquente, on va dire, avec une grosse équipe, etc. Donc le témoignage suivant va être proposé par Agnès Froment du musée intercommunal de Nogent-sur-Marne et donc à qui on a proposé de témoigner pour montrer qu'une petite structure avec des petits moyens, que ce soit humains ou d'ailleurs financiers, peut monter une offre virtuelle qui fonctionne très bien et qui permet d'attirer des nouveaux publics. Donc Agnès, c'est à toi. Ah, on ne t'entend pas, ton micro est coupé pour l'instant. Mais c'est bon. Merci Camille, bon, bah, c'est parfait. L'introduction, ma prestation est parfaite parce qu'en effet, on est une petite structure. Et donc, je m'appelle Agnès Froment, je suis la directrice adjointe. Et donc, dans les petites structures, on est assez polyvalent. Donc, je m'occupe aussi de la communication et des publics. Donc, je vais vous partager ma présentation. Voilà. Pour revenir sur l'histoire de nos visites à distance, ce qui s'est passé il y a un an quand on a fermé, j'ai d'abord axé la communication envers les publics, surtout de 4 façons que je montre ici. Donc, l'enrichissement du site Internet, parce que pour moi, il fallait mettre plus de contenu disponible pour le public. Et donc, vous voyez à droite l'image qui montre qu'on a mis en ligne notre collection très importante de cartes postales anciennes. On en a à peu près 15 000. J'en suis à 2000 et quelques. J'en mets un petit peu tous les jours depuis ces histoires de confinement et de fermeture de musées. Donc, ça a été une préoccupation d'abord sur le contenu. Et en même temps, on a lancé des défis qui ont d'ailleurs été relayés par le CDT. Vous voyez en haut le défi « Je dessine ce que je vois par ma fenêtre » et ensuite, on a participé avec l'image d'en dessous. Ici, vous voyez le Museum Challenge dont vous avez tous entendu parler. On l'a proposé avec les œuvres du musée. Ça nous permettait de montrer des choses qu'on ne montre pas forcément dans notre musée qui est dédié à l'histoire des bords de Marne, mais on a beaucoup de choses en réserve et numérisées qui sont intéressantes et voilà, on était content de les mettre en valeur de cette façon et de voir le public s'en emparer. Ensuite, on a développé un petit peu plus le contenu de nos réseaux sociaux. Donc, vous avez ici la page Instagram, on a aussi un compte Facebook. Et puis, la dernière chose que j'ai menée parallèlement, c'était de créer un PowerPoint qui était destiné aux enseignants. Parce qu'on avait énormément de rendez-vous qu'on a dû annuler. Et le confinement étant total, les élèves étant chez eux, je voulais pouvoir proposer aux enseignants qui avaient rendez-vous avec nous de montrer aux enfants, soit par réunion Zoom s'ils en faisaient avec eux, soit d'envoyer ça directement aux parents. Donc, une petite visite virtuelle qu'ils pouvaient faire défiler eux-mêmes. Et donc, je me suis formée avec des tutoriels au PowerPoint, en fait, en créant des boutons, en faisant des animations sur le PowerPoint pour que ça reste le plus ludique possible parce qu'il fallait compenser un petit peu l'éloignement physique. Donc, le temps a passé, on a rouvert, refermé, espéré pouvoir reporter d'autres rendez-vous qui avaient été pris, etc.
Et puis, finalement, le CDT me demande si, à mon tour, je ne veux pas mettre des visites en ligne sur exploreparis.com, visites donc virtuelles. Et donc, comme mon PowerPoint pour les enfants était prêt, eh bien, il m'a fallu peu de temps pour l'adapter et proposer aux vacances de Noël 2020 des visites pour les familles, que j'ai ensuite nommé plutôt visites pour enfants, puisque je me suis rendu compte que dans les visites pour famille, des publics adultes venaient. Ça ne me dérangeait pas, ça ne les dérangeait pas non plus de suivre des visites pour enfants, mais en tout cas, typiquement, donc, des dames de plus de 60 ans venaient rester pour les visites famille. Donc, il y a un côté intergénérationnel qui était intéressant, mais je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une demande une demande d'adultes. Donc, j'ai créé aussi une visite pour les adultes qui a été mise en place en janvier. Et j'ai demandé à mon collègue de faire aussi une visite de l'exposition temporaire que vous voyez derrière moi, qui s'appelle « 3 artistes en balade ». Et donc, nous avons travaillé ensemble à la mise en place de cette autre visite qui fonctionne bien. Là, vous avez une capture d'écran de nos 3 visites qui sont telles qu'elles sont présentées sur exploreparis.com. Et puis, il y a une autre visite qui est en projet. Ça va être un commentaire de carte, en fait. Donc, il faudra adapter le diaporama. Voilà, ça va être un nouveau format. On va se concentrer sur une carte. Et ça va être le directeur du musée qui va commenter cette carte. Donc, on sera 3 intervenants pour 4 visites différentes. Alors, pour les outils utilisés, c'est tout simple, hein. C'est un ordinateur doté d'un micro et d'une caméra. Alors, ça a l'air d'aller de soi, mais Camille pourra en témoigner. Mon premier essai était catastrophique parce que je travaillais sur ma session de travail sur mon ordinateur portable. Et je n'avais pas compris que mon ordinateur de travail au musée n'étant pas doté de caméra et de micro, ça ne pouvait pas fonctionner quand j'étais sur ma session de travail avec mon ordinateur portable. Donc, voilà, après quelques temps d'interrogation, ça a finalement vite fonctionné. Donc, ce n'était pas un trop gros frein. Donc, petit PowerPoint, évidemment. Et puis, Zoom. Alors, j'ai précisé, même sans licence, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne quand même bien, même si on est coupé au bout d'un moment. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Et puis, les tutoriels YouTube m'ont appris plein de choses. Alors, les tutoriels se sont énormément développés pendant cette crise sanitaire, puisque beaucoup de monde avait besoin d'apprendre, et notamment les enseignants. Et les enseignants savent bien être pédagogues et ont fait eux-mêmes beaucoup de tutoriels. Donc, n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là. On m'a demandé de réfléchir aux freins, mais comme je suis de nature assez optimiste, j'ai eu du mal à en trouver. Enfin, en tout cas, à chaque fois, ils sont faciles à déjouer, selon moi. Donc, les freins techniques, donc, outre le problème d'ordinateur au départ et puis le fait qu'on n'ait pas de licence Zoom, finalement, ça peut presque tourner au positif, le fait d'être coupé au bout d'un moment, parce qu'on peut tout à fait présenter les choses comme un entracte, comme si on était au spectacle. Voilà, dire aux gens, on se retrouve dans 5 minutes au même endroit. Voilà. On ne propose pas de popcorn, mais on peut en parler comme ça. Ah, Agnès, on ne t'entend plus. Quand vous m'entendez? Ah, ça y est, c'est revenu. Voilà. Alors, ça m'arrive régulièrement dans mes... Ah, c'est parce que ma connexion Internet est instable. Voilà. Donc ça arrive aussi avec les gens, évidemment. Oui, le manque d'expérience, il peut facilement être... on peut s'entraîner entre nous, en fait, hein, surtout qu'on peut travailler à distance. Donc, mon collègue, je l'ai un petit peu formé comme ça, en s'entraînant à faire des visios ensemble. Et puis, il ne faut pas hésiter à voir les autres visites, ce que proposent les autres, parce que Camille m'avait proposé de le faire. Hein, si vous contactez vos CDT, ils pourront vous montrer, vous envoyer vers d'autres visites. Ça permet de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire aussi, parfois.
Un autre frein, c'est qu'il y a un fort taux d'absentéisme. Alors ça a été le cas dans nos premières visites parce qu'on n'osait pas mettre beaucoup de monde, on n'osait pas prendre beaucoup d'inscriptions. Et en fait, nos visites sont gratuites et qui dit gratuité dit beaucoup d'absentéisme. Donc, il y a une astuce qui est tout simple, hein, avec la complicité du CDT. On gonfle la jauge, on double en fait ce qu'on voudrait avoir et on s'en sort très bien comme ça avec le nombre souhaité. Alors, je vais vous montrer maintenant concrètement quelques images issues de la visite pour les enfants parce qu'on m'a demandé de développer plus particulièrement cet aspect de nos visites. Donc voilà le genre de boutons qu'on peut créer, sur lesquels vous voyez le curseur se transforme quand on passe dessus. Donc c'est assez esthétique et ludique. Et donc avec ces boutons, on peut poser des quiz, des choix. Donc on est en dialogue en fait. Nous on demande, quand j'ai des familles, je demande de laisser le micro ouvert et je parle avec les enfants. Donc, ils me donnent leurs réponses. Je demande si tout le monde est d'accord et je clique. Voilà. Je vais passer à l'image suivante. Voilà, vous voyez là, la marne, elle s'illumine. On peut faire des choses sympas. Alors, on peut critiquer l'aspect esthétique, hein, mais encore une fois, dans la visite pour enfants, on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche du loisir. Le loisir et l'apprentissage en même temps. Donc, voilà, un petit peu d'humour, encore une fois, pour compenser l'éloignement, avec un détail du tableau agrandi, donc un enfant qui fait ses besoins. On peut aussi faire parler les personnages, pourquoi pas, en mettant des bulles. Donc, quand on clique sur les personnages, ils nous parlent. Donc, voilà, c'est une visite. Quand elle est bien conçue, elle est très facile à animer après. Un petit quiz, est-ce qu'on utilise l'eau de la Marne ou de la Seine dans notre vie de tous les jours, à votre avis? Voilà, on peut aussi faire disparaître un cache. On peut faire un petit effet waouh avec les transitions. Par exemple, on dit, il y avait beaucoup de monde sur les bords de Marne, regardez, un petit rideau s'ouvre. Voilà, on peut aussi faire dialoguer des œuvres entre elles. Et on peut mettre en avant ce qu'on a fait, là, en l'occurrence, le fameux Museum Challenge dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est très parlant. On peut faire un jeu des ressemblances entre un tableau et une carte postale, alors que dans le musée, c'est plus difficile à faire parce qu'une carte postale n'a pas la taille d'un tableau, mais là, l'écran permet la même mise à l'échelle. Et puis, en fin de visite, alors ça, je le fais aussi avec les adultes, on renvoie les gens sur notre site internet, donc les enfants plus particulièrement qui participent à nos défis artistiques, par exemple. Et les adultes, on va plus leur montrer comment se servir de notre site pour aller voir les collections, donc 2 cartes postales anciennes dont je vous parlais tout à l'heure, ou le catalogue avec nos œuvres. Donc, ça permet pour eux voilà, qu'on ne les laisse pas comme ça. En fait, on les laisse sur une prolongation de la visite. En fait, ils peuvent cliquer sur nos œuvres, voir les dates, les dimensions, etc. Puisque la dimension, là, sur l'écran, on ne l'a pas. Pour les aspects positifs maintenant, il y en a beaucoup qui sont affichés là, mais il y en aurait beaucoup d'autres en fait. Il y en a qui me viennent tout le temps. Je voudrais parler d'abord de l'interaction avec les gens, parce que comme je vous disais, on préfère, François, mon collègue, est pareil, hein, on aime être dans le dialogue et je pense que les gens apprécient ça énormément en ce moment. Sans se laisser déborder, mais on encourage vraiment les gens à ouvrir leur micro quand ils veulent parler avec nous. Donc, ce n'est pas une visite libre, ce n'est pas non plus une conférence, parce qu'on a pu voir des visites qui étaient vraiment présentées comme des conférences. Et voilà, ce n'est pas ce qu'on souhaite, nous, de notre côté. Nouvelle audience, oui, on voit qu'il y a des gens qui ne viendraient pas, qui s'inscrivent et qui participent à des visites virtuelles. Par exemple, typiquement le public du 92, qui est un peu plus éloigné géographiquement.
Eh bien, en plus, c'est intéressant parce qu'on a un peu une histoire parallèle entre l'Est et l'Ouest de Paris. Donc, on est ravis. Et accessibilité. Alors, ça, on peut mettre ça en débat parce qu'on peut dire que tout ce qui se fait en virtuel n'est pas forcément accessible à tout le monde. Mais nous, on a un problème d'accessibilité au musée. On est au 2e étage d'un bâtiment qui n'a pas d'ascenseur. Donc, on est probablement maintenant accessible à des personnes qui ne pouvaient pas venir au musée. Je trouve qu'on a un contact privilégié avec les gens. Il ne faut pas oublier qu'ils sont chez eux, ils nous accueillent chez eux. En plus, nous, on les encourage à ouvrir leur caméra parce qu'on aime voir leurs réactions, tout comme on aime les entendre parler. Et donc, ça crée une nouvelle relation. Et je trouve que nous aussi, on se doit de parler de nos coulisses, leur raconter des anecdotes, leur montrer des choses inédites qu'on ne montrerait pas forcément quand ils viennent au musée. Ça crée un équilibre et c'est très apprécié. Ce qui est positif aussi, c'est qu'on acquiert tous des nouvelles compétences, donc des savoir-faire et aussi un savoir-être, parce qu'on ne présente pas une visite virtuelle comme on présente une visite sur place. Je n'oublie pas non plus la satisfaction personnelle de pouvoir faire nos médiations, parce que c'est plutôt valorisant et d'ailleurs les retours sont très positifs. On le voit par les évaluations qui sont faites sur expertparis.com et aussi parce que les gens entre eux, comme on les laisse parler, surtout en fin de visite, ils échangent et ils se disent « allez voir l'autre visite que fait le collègue, elle est bien aussi ». Ou les gens parlent aussi même d'autres visites. Par exemple, il y a une visite sur les bords de Marne qui est réalisée par un guide. Et donc, les gens s'encouragent les uns les autres à aller voir d'autres visites. Voilà. Et puis, le fait de faire ces visites virtuelles, ça encourage plein de réflexions. Par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de nouveaux contenus en mettant en ligne nos anciennes expositions? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi montrer nos réserves en sortant quelques objets? Ça pourrait faire l'objet d'une visite aussi. Est-ce que l'événementiel, les prochains événementiels, est-ce qu'on ne va pas également les faire en visioconférence? Parce que la nuit des musées, on ne nous en parle pas trop, mais j'imagine qu'on va devoir faire des choses en virtuel. Est-ce qu'il faut systématiquement proposer une visite virtuelle aux scolaires à l'avenir, ou est-ce qu'il faut continuer à avoir la même politique des publics quand on va rouvrir? Le champ social également, je pense qu'il va falloir, bon c'est déjà le cas en fait, on a déjà eu des groupes en visioconférence, mais il va falloir faire savoir qu'on propose ça en tout cas, et puis pérenniser, vous voyez là à la fin je n'ai pas mis de point d'interrogation parce que je pense que ça va de soi et que ce sera pérennisé tout ça. Juste une réflexion, visite virtuelle ou visite guidée à distance. Je me pose la question parce que traditionnellement dans les musées, ce qu'on appelle visite virtuelle, ce n'est pas des visites, comme le disait Jade tout à l'heure en introduction. Là, on est en train de parler de visites en visioconférence, donc avec un apport, un accompagnement qui est vraiment très important. Et quand on dit visite virtuelle, du coup, je me demande si ça ne crée pas une confusion, parce que les visites virtuelles, elles existent depuis longtemps dans les musées et actuellement, traditionnellement, vous savez, c'est des visites avec des caméras 360, les gens peuvent zoomer, on peut lire les cartels, etc. Donc, voilà, il y a une question de vocabulaire que je me pose, on pourra en parler ensemble après, si vous voulez. Voilà, après, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps, il faut me faire signe. Oui, okay. Agnès, si tu peux essayer de conclure rapidement. Alors, je ne vous lis pas les… C'est passionnant, mais… Merci, je ne vous lis pas les témoignages. J'ai résumé justement ce que les gens nous disent souvent. C'est un remède à la distance. Alors, c'est distance physique, mais aussi parfois distance mentale, parce que le témoignage que j'avais mis en premier, c'est quelqu'un qui habite à Paris, mais qui considérait que le musée de Nogent était un petit peu loin. Et donc, elle était contente de découvrir le musée grâce à la visite virtuelle. La deuxième chose qu'on nous dit très souvent, c'est « maintenant, j'ai envie de venir au musée de Nogent quand il sera rouvert ». Donc, ça, c'est positif parce que c'est beaucoup de gens qui ne connaissaient pas avant. Et puis, ce que je vous disais aussi un petit peu tout à l'heure sur la fidélisation des publics, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont découvert une de nos visites virtuelles, par exemple la visite pour les enfants, et ils vont s'inscrire pour eux-mêmes pour la visite adulte. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Je crois qu'il y a quelques questions.
Alors, je ne les vois pas parce que je suis sur mon partage d'écran, peut-être. Ah si, conversation. Combien de temps en moyenne pour une visite? Ça dure 1 heure. Donc, voilà. Tout en fait, finalement. Il y a aussi une question, combien de personnes accueillez-vous en moyenne sur ce type de visite? Alors, en moyenne, ça va être… Alors, quand c'est des familles, bah, souvent, il y a les frères, les sœurs, les parents. Donc là, souvent, j'ai une petite famille devant mon écran, voir les grands-parents. Et donc, c'est difficile à quantifier. Et en plus, on ne voit pas tout le monde. C'est-à-dire que quand je vous dis que j'aime que ce soit interactif et parler avec les gens, finalement, très souvent, je n'ai que 3 ou 4 personnes vraiment qui activent leur micro et leur caméra. Et il y a il y en a qui sont carrément passifs et il y en a d'autres avec qui je vais essayer de parler avec le chat. Mais ça complique un petit peu la donne. Le chat, c'est difficile de se concentrer à la fois sur son diaporama, sur les questions qui sont posées. Est-ce qu'on doit les lire à la fin en même temps? Voilà. Muriel, on n'avait pas précisé le nombre moyen dans la présentation. Il me semble qu'on l'avait, le nombre moyen de participants par visite. Alors, le nombre moyen, oui. Attends, je retrouve ma slide. On était, mais il y a une grande disparité entre l'offre gratuite et l'offre payante. Ouais. Pour l'offre gratuite, on était en moyenne à 36,5 participants et pour l'offre payante, en moyenne à 8,4 participants. Mais voilà, il y a une grosse disparité. Beaucoup moins chez nous en moyenne. Je pense qu'il y a 12-15 participants en moyenne chez nous. Et du coup, il y a les archives départementales des Hauts-de-Seine. Quel est l'horaire idéal pour les présentations? Alors, oui, on a commencé en semaine. Et puis, là, on commence à faire le week-end parce qu'on a eu des petits commentaires. Quel dommage, je ne peux pas y assister. Donc, et du coup, plutôt le matin ou l'après-midi je pense que c'est indifférent. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau des inscriptions, etc. Agnès? Est-ce qu'il y a plus de participants le matin, l'après-midi? Je pense que 10h, 14h30, quelque chose comme ça, c'est des horaires qui fonctionnent bien. C'est ce qu'on fait, nous. Merci Agnès. Charlotte, on a d'autres questions ou on peut passer à la présentation suivante? Il y a juste la Traverse d'Alfortville qui pose la question suivante. Avez-vous une personne qui s'occupe de la modération du chat quand vous êtes en visite? Non, c'est pour ça que c'est vrai que c'est compliqué. Donc, vous coupez les micros et c'est en fin de présentation que là, les échanges se font? Non, parce que en fait, je pose carrément des questions. En fait, j'ai vraiment envie de les faire participer. Au fur et à mesure. Oui, je leur dis. D'accord. Le micro si vous avez envie de participer. Alors des fois ça prend, des fois ça prend pas. Hein, mais bon, ça dépend des conférences. Je sais que pour d'autres sites, les échanges se font en fin d'intervention. on le fait également à la fin. Ça se fait assez naturellement à la fin. Mais même pendant la visite, je pose quelques questions ou si les gens veulent intervenir, je les laisse. En général, ils sont assez responsables et ça se passe bien. Ok, c'est bon. Voilà, désolée d'avoir dépassé un petit peu le temps. Pas de souci, c'est parce que c'était intéressant. Merci beaucoup Agnès. Donc on va passer au dernier témoignage. Le dernier témoignage va être proposé par Mélanie Guessard du Musée d'art et d'histoire Paul-Éluard de Saint-Denis. Qui va nous montrer encore une autre approche de l'offre de visite virtuelle et aussi, pareil, avec un vrai lien entre les visites virtuelles et essayer aussi d'attirer le public sur des visites en présentiel lorsque ce sera possible. Mélanie, si vous voulez prendre la parole et faire un partage d'écran, n'hésitez pas, c'est à vous. Bonjour, alors je vais partager mon écran. Voilà. Du coup, je suis Mélanie Guessard, responsable adjointe des publics, du service des publics au Musée d'art et d'histoire Paul-Éluard. Donc, j'ai un petit peu replacé le musée dans son contexte. Donc, on est situé à Saint-Denis, pas très loin du centre-ville. Et on est situé dans un ancien carmel du XVIIe siècle. Et on a plusieurs fonds. Donc, on a un fonds d'archéologie médiévale jusqu'à l'archéologie du XIXe siècle, donc vraiment centré sur l'histoire de Saint-Denis.
On a également un fonds qui comprend des anciens objets de l'Hôtel Dieu de Saint-Denis et du Carmel, puisqu'on a encore les chambres des Carmélites qui sont accessibles à la visite, qui étaient donc présentes sur site jusqu'au début du XXe siècle même. On a également un fonds sur Paul Éluard, comme le laisse présager le nom du musée. Et on a également un très très important fonds sur le siège et la Commune de Paris. Donc, voilà, ce sont un peu les collections qu'on peut présenter. Alors du coup, nous, au niveau je vais plutôt me centrer sur les visites virtuelles, ce qu'on appelle plutôt nos conférences virtuelles qui sont commercialisées via Explore Paris. On propose d'autres activités un petit peu à distance. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus, mais effectivement, on fait aussi du hors les murs pour les scolaires depuis plutôt le début de l'année, qui va donc aussi s'arrêter a priori avec les annonces d'hier soir. On a également ce qu'on appelle la minute poétique. En fait, on est associé avec une école de théâtre et depuis la fermeture du musée, on propose gratuitement des lectures de poèmes de Paul Éluard par des comédiens et des comédiennes par téléphone pour toutes les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, on essaie aussi de maintenir un lien. Et donc, on a nos conférences virtuelles commercialisées via Explore Paris. Donc, j'ai un petit peu reparlé de comment ça s'est construit, comment se sont construites ces conférences virtuelles. On a vraiment commencé, nous, à la seconde fermeture du musée en novembre, à l'occasion de la nuit des musées qui avait donc été reportée. Et on s'était dit que c'était un petit peu l'occasion de tester ce format qu'on n'avait pas forcément testé vraiment pendant le premier confinement. Et donc, on a proposé plusieurs conférences virtuelles, au début gratuitement. Puisque c'était la nuit des musées. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait plutôt bien marché, ça avait attiré un certain nombre de personnes. Et avec la fermeture du musée, on s'est dit que ça valait le coup de continuer. Alors, on a pour plusieurs raisons. La raison principale était que nous avons d'ailleurs toujours une exposition temporaire qui est montée, mais toujours pas ouverte au public et qui n'ouvrira probablement jamais. Et l'idée, c'était vraiment de promouvoir cette exposition temporaire pour que les gens viennent au musée une fois que celui-ci serait ouvert. Et donc là, voilà, c'est un petit peu un panorama de toutes les conférences qui sont disponibles. Donc, celle-ci, plus précisément, était celle qui a été vraiment destinée à promouvoir l'exposition. Paul Éluard, Pablo Picasso, deux artistes engagés de Guernica au poème Liberté, qui donc devaient promouvoir l'exposition actuellement montée au musée. Alors, on a commencé du coup à faire ça et on a élargi au fur et à mesure nos propositions de conférences virtuelles puisqu'on s'est aperçu que ça marchait plutôt bien. Au niveau de l'investissement, on a investi dans une licence Zoom professionnelle, ce qui permet du coup effectivement de ne pas être coupé, d'avoir un nombre de personnes très très important. Et donc c'était assez plus confortable en tout cas de notre côté pour faire ces conférences virtuelles. Donc là, voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut proposer. Et voilà, on a des très bons commentaires aussi. Donc là, je mets un petit extrait. À chaque fois, c'était vraiment plutôt des très bons commentaires. On s'est évidemment adapté au fur et à mesure si on avait des commentaires sur certains aspects, puisque c'était aussi très nouveau pour le musée de proposer ce genre de format. Avant le Covid, il n'y avait pas du tout de proposition à distance. On faisait même pas vraiment de hors les murs pour les scolaires, donc tout ça a été très nouveau. Donc encore, je rejoins un petit peu ce qui a été dit avant. On a aussi dû s'adapter, se former un petit peu sur le tas, tester d'autres visites pour voir comment les autres musées s'en sortaient aussi. Et puis on s'est vraiment axé sur le format conférence. Donc on ne parle pas de visite. Puisque c'est vraiment l'idée d'un PowerPoint qui défile, commenté par une médiatrice du musée. Et les gens peuvent poser leurs questions. On a moins d'interaction, je pense. On coupe aussi les micros et les caméras pendant la présentation pour pas qu'il y ait pour que les médiatrices puissent parler voilà, sans être forcément interrompues. On peut répondre pendant la présentation, si les médiatrices le souhaitent, aux personnes qui posent des questions sur le chat. Et à la fin, évidemment, on propose un temps d'échange pour les personnes qui souhaitent approfondir un petit peu le sujet.
Au niveau des tarifs, on a également proposé des tarifs payants. Donc, on était sur un format gratuit pour la nuit des musées. Et ensuite, on s'est dit qu'on pouvait proposer ce tarif donc, de 6 €. Et en fait, l'idée était aussi, à travers ces conférences virtuelles, de donner envie aux personnes qui y assistent de venir au musée à la réouverture. Donc, pour l'exposition, vraiment en tout premier lieu. Et maintenant, on a vraiment, voilà, on se centre moins sur l'exposition puisque peut-être qu'elle n'ouvrira pas, mais juste sur venir au musée. Donc, en fait, ce tarif de 6 € inclut 2 billets d'entrée au musée pour les personnes qui donc assistent à la conférence. Ce qui est en fait plus avantageux pour ces personnes puisque nous, notre billet d'entrée plein tarif au musée est de 5 €. Donc là, on gagne quand même, on propose à la fois plus de contenu puisqu'il y aura donc la conférence plus la visite dans les salles et pour un tarif plus avantageux. Donc voilà, on a essayé de proposer ça, ça marche plutôt bien. En termes de fréquentation, je vais revenir sur la page d'avant. Alors, c'est pas toujours égal selon les sujets. On a quand même évidemment, alors on a reproposé une conférence gratuite dans le cadre des Nuits de la lecture. Et effectivement, on est quand même sur un nombre de personnes plus important. Et sinon, en moyenne, on est sur une dizaine de personnes pour des propositions payantes, sauf une conférence qui marche beaucoup, qui est celle-ci. Donc, qui est une conférence découverte sur le siège et la Commune de Paris. Donc, pour rappel, en ce moment, ce sont la commémoration des 150 ans de la Commune de Paris. Donc, il y a quand même une actualité. Et cette conférence marche vraiment beaucoup. Et même proposée à 6 €, on a beaucoup plus de monde. La dernière était la semaine dernière et on a eu 49 personnes. Donc, ce qui est quand même un chiffre important et je pense au-dessus de la moyenne pour les conférences payantes. Pareil, on n'accueillerait jamais 50 personnes pour une visite guidée au musée en même temps. Donc, c'est vraiment un format différent. Et au niveau des personnes qui assistent à ces conférences virtuelles, ce sont plutôt des personnes qui ne connaissent pas le musée et qui découvrent en fait via la conférence la présentation du musée et pareil, qui à chaque fois nous disent qu'ils seront enchantés de pouvoir venir au musée une fois que le musée sera ouvert. Je vais revenir. Voilà, donc on a vraiment centré donc nos conférences virtuelles pour un public individuel adulte. On cible pas les familles. Au niveau de la charge de travail, c'est quand même effectivement différent d'une visite sur place, puisque nous, effectivement, on n'avait pas forcément cette habitude de le faire avant. Donc, c'est aussi une découverte. Donc, pour indiquer un petit peu, nous, au service des publics au musée, donc je coordonne le service et j'encadre 3 médiatrices qui s'occupent de ces conférences. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous donner une idée. Donc effectivement, on ne peut pas non plus, on a autre chose aussi à côté en termes d'activité, mais on propose quand même ces conférences de manière régulière, à peu près 1 ou 2 par mois. Ça dépend un petit peu de l'actualité. La particularité aussi, c'est qu'au début, on voyait plutôt ces conférences virtuelles comme quelque chose de temporaire, lié en fait à la fermeture du musée. Et on s'aperçoit, bon déjà cette fermeture dure, mais on s'aperçoit aussi qu'effectivement on touche un public différent, plutôt francilien, mais qui n'est pas forcément venu au musée et qui découvre par ce biais. On touche aussi plus de personnes d'un coup, même si c'est pas forcément... Bon, c'est un format particulier. On ne visite pas... Voilà, l'intérêt aussi de venir dans un musée, c'est de voir le lieu. Ce n'est pas forcément de voir que les collections. Mais ça marche quand même plutôt bien pour une première découverte d'un certain fonds, parce qu'on a on fait pas de visite globale, de conférence globale sur tous les fonds du musée. C'est très thématique à chaque fois. Et surtout, ça permet de montrer des œuvres qui ne sont pas forcément visibles dans le musée ou parfois qui sont trop petites. Et du coup, ça permet vraiment effectivement de zoomer sur certaines œuvres, parce qu'on a beaucoup de fonds d'archives plutôt papier qui ne sont déjà pas forcément exposés et de petits formats. Donc voilà, ça c'est aussi un intérêt. Et du coup, on s'est dit que même après l'ouverture du musée, on continuerait probablement ce format. En tout cas, de toute manière, je pense que pour les prochains mois, vu qu'on ne sait pas exactement quelles seront de toute manière les conditions d'ouverture, etc., on cible en tout cas les prochains mois de continuer sur cette lancée. Et donc là, c'est un extrait, c'est le programme
papier que nous avons fait éditer. Et en fait, on a directement marqué, donc là, c'est sur les 150 ans de la commune, on annonce directement ces conférences virtuelles dans notre programme. Donc, on a vraiment choisi de les pérenniser, de les inscrire dans un programme papier. Ce qui n'était pas le cas avant ce programme-là qui couvre donc les périodes mars-mai. Donc, en fait, de toute manière, ça couvre plutôt une période de fermeture du musée au final. Mais on est directement parti sur ce format en prévision. Et pour le programme d'après qui couvrira les périodes de juin à novembre, on va également sûrement partir sur ce genre de format directement, ce qui est quand même une nouveauté. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite pérenniser. En parallèle, on a également un projet de visite virtuelle, donc vraiment une visite à 360 degrés. Donc, je vais vous montrer un petit extrait. Donc, ce n'est pas pour l'instant en ligne, c'est encore en cours de création. Donc, ça risque de ne pas être très fluide en partage d'écran. Mais voilà, c'est vraiment une visite à 360. Donc, comme on peut en trouver comme d'autres musées le font. La particularité au musée, c'est qu'on n'a pas fait appel à un prestataire extérieur. On a une personne en interne, une ressource en interne à la mairie de Saint-Denis qui en fait a réalisé toutes les prises de vue et réalise cette visite virtuelle. Donc, c'est très précieux. On compte en fait aussi l'utiliser pour donc un libre accès pour les individuels, mais on pense aussi l'utiliser cette fois-ci pour des visites virtuelles avec des médiatrices. Donc, on n'a pas encore défini exactement le format. L'intérêt avec notre licence Zoom professionnelle, c'est qu'il y a quand même plusieurs possibilités d'interaction à travers les sondages, à travers la possibilité aussi de créer des salles, des sous-salles avec un plus petit, voilà, pour, je ne sais pas, faire des enquêtes par petits groupes, répondre à des petits jeux, puis après on se réunit à nouveau tous ensemble et on peut un peu partager nos résultats. Donc voilà, on n'a pas encore exactement le format défini en tête, mais en tout cas, il y a vraiment ce projet d'utiliser cette visite virtuelle avec une médiatrice. Donc ça, c'est un peu le futur, l'actualité du musée pour la suite. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai fini du coup de présenter le musée d'art et d'histoire Paul-et-Loire. Merci beaucoup Mélanie. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Non. Bon, c'est ça. Hein. Merci Charlotte. Peut-être ça va venir sur la dernière partie. Merci Mélanie. Merci beaucoup à nos trois intervenantes. C'était 3 approches très différentes et très complémentaires. Donc, on espère que ça a également intéressé l'ensemble des participants. On vous propose de poursuivre cette heure et demie. On va peut-être un peu dépasser selon les questions, etc., par un temps d'échange. Et peut-être en introduction de ce temps d'échange, je vais vous proposer un nouveau sondage pour savoir un peu pour vous quels sont les freins finalement pour le développement de visites virtuelles. Quels sont, alors pour ceux qui en ont déjà développé, quelles ont été un peu les difficultés que vous avez pu rencontrer, et pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, quelles sont a priori vos craintes par rapport au développement de visites virtuelles. Voilà, histoire d'introduire un peu ce temps d'échange. Et donc ensuite, n'hésitez pas à réactiver vos micros, à lever la main déjà. Vous pouvez lever la main en utilisant les 3 petits points à côté de votre nom dans la liste des participants ou sur votre vidéo pour pouvoir poser une question directement, donc soit à l'un des intervenants, soit aux équipes de Val-de-Marne Tourisme, Seine-Saint-Denis Tourisme et du département des Hauts-de-Seine, donc les gestionnaires, on va dire, d'Explore Paris, si vous le souhaitez aussi. On est à votre disposition. Et donc, je vois qu'il y a une question notamment sur les licences, les comptes Zoom et les licences pro. J'en profite aussi pour vous dire que, donc, que ce soit chez Seine-Saint-Denis Tourisme ou chez nous, Val-de-Marne Tourisme, on est en train alors c'est déjà le cas dans le 93, mais on est en train, nous, de mettre en place pour le Val-de-Marne
de pouvoir proposer une mise à disposition d'un compte Zoom, au moins pour pouvoir vous lancer. Alors, on n'a pas encore déterminé les conditions d'accès. Est-ce que ce sera permanent ou est-ce que c'est pour un nombre limité de visites, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir quand même, si ça peut être un élément déclencheur pour créer une nouvelle offre, pouvoir vous mettre à disposition de façon ponctuelle des comptes Zoom gratuitement, enfin un compte Zoom gratuitement, pour peut-être tester aussi ce format-là avant de pouvoir investir sur une licence annuelle. Et pour répondre à la question d'Ariane, alors moi, je n'ai pas en tête le coût de l'abonnement annuel. Je ne sais pas si c'est le cas si l'une de mes collègues peut répondre à cette question. Moi, je peux répondre. Il me semble il y a plusieurs possibilités de passer en format professionnel. Nous, on a le format le plus poussé et c'est environ 300 € par an. Peut-être un petit peu plus, mais c'est en tout cas à peu près cette tranche de tarif. Mélanie, Oui. il y avait aussi, du coup, alors que je retrouve la question, combien de temps de travail ça a représenté le développement de cette visite en 360 ? Alors, c'est un projet qui a été déjà mis en place avant le Covid, sachant que c'est une personne en interne qui ne travaille pas sur cette question à temps plein, donc qui fait un petit peu quand elle a le temps. Donc, en fait, il y a déjà la prise de vue qui avait pris pas mal de temps et après, la mise en place du site internet prend quand même pas mal de temps. Il y a pas mal d'allers-retours sur des détails. Donc, nous, dans notre cas, ça fait plus d'1 an qu'elle est en construction. Mais ça dépend après s'il y a un prestataire extérieur qui s'en occupe. Je pense que ça peut aller plus vite. Alors, est-ce que je vais clôturer le sondage si certains veulent y répondre avant que je partage les résultats. Donc, on a 28 réponses pour l'instant. Non. Alors, je vous partage les résultats. Donc, on voit qu'effectivement, la question du temps est une question très importante, puisque évidemment, que ce soit pour une reconstitution 3D, mais aussi pour une visite virtuelle plus simple, ça demande un certain temps de préparation. La difficulté technique aussi, donc avec l'utilisation d'un logiciel de visioconférence, on espère que les témoignages d'aujourd'hui vous auront peut-être rassuré sur le fait que c'est quand même accessible et qu'on peut se former assez facilement. Il y a pas mal de tutos, etc., qui sont disponibles. Et donc, là-dessus, sur cette question de la difficulté technique, Jade l'a dit en introduction, les équipes des CDT et du département des Hauts-de-Seine sont aussi à votre disposition pour vous aider là-dessus, pour faire des tests, etc. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter là-dessus pour qu'on puisse vraiment vous accompagner. La difficulté pour toucher le public, bon, ça, c'est pas trop sélectionné. Et donc, le lieu de visite patrimoine inapproprié, c'est vrai que la plupart du temps, il y a quand même des possibilités de pouvoir proposer des formats virtuels. Donc on voit que c'est pas un grand frein non plus. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions plus générales ? On a une remarque sur la crainte des médiateurs d'être visibles sur le web. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Alors ça, c'est de notre côté, côté département des Hauts-de-Seine. Effectivement, on est sur les musées départementaux, on a eu un retour voilà, de certains médiateurs qui ne voulaient pas forcément être visibles sur le web. On a une autre question. Les intervenants pour les conférences en ligne sont des médiatrices et non des historiens ou historiennes. Le matériel pour créer une visite virtuelle 3D est-il complexe et ou coûteux? Alors, je suppose que la question s'adressait notamment à Mélanie, mais peut-être que d'autres sites peuvent aussi y répondre. Mélanie, pour la question des intervenants, sur les conférences, ce sont des médiateurs, des médiatrices, c'est ça? Oui, ce sont les 3 médiatrices du musée qui font les conférences. Donc, d'ailleurs, c'est effectivement une bonne question puisque, bon, après, j'imagine que ça peut arriver aussi
de toute manière en vrai. Mais c'est pour ça qu'on proposait sur certaines conférences, on mettait bien que c'était des conférences découvertes ou des conférences... Enfin, ça dépendait du sujet, mais effectivement, parfois, on avait des retours comme quoi c'était pas assez... c'était trop superficiel, pas assez précis, enfin pas précis, mais les gens s'attendaient effectivement avec le terme conférence peut-être parfois à quelque chose de très poussé. Mais ça, en changeant un petit peu la formulation des conférences, enfin des titres et des descriptions, on n'a plus ce problème-là. Et donc, on avait une autre question sur le coût du matériel pour créer des visites virtuelles en 3D. Alors, Mélanie, on a bien compris que c'était donc une ressource en interne. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée du coût que ça a demandé juste sur le matériel. Non. Moi, je peux pas dire. Hein. C'était vraiment en interne. Donc, en fait, c'était du matériel qui était déjà disponible au sein du service de la mairie. Donc, Okay. Ça n'a pas été un budget supplémentaire. Alors, peut-être parmi les participants, est-ce qu'on a d'autres sites qui ont déjà réalisé des reconstitutions 3D, donc soit directement en interne, soit avec des prestataires qui pourraient témoigner là-dessus? Je sais qu'il y a le centre culturel Jean Cocteau, là. Oui, bah, voilà, il est là. On est là, oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous avons réalisé pour notre centre culturel qui accueille une programmation d'art contemporain de 3 expositions par an, une visite virtuelle en 3D, un petit peu sur l'exemple, avec un rendu semblable à celui qui a été montré tout à l'heure. Par contre, en passant par un prestataire extérieur. Alors, pour vous donner une idée, la surface du centre n'est pas très grande. Voilà, on a 135 mètres carrés, du coup, avec une installation qui se fait dans cet espace. Et la création de cette visite virtuelle qui est disponible sur le site du centre culturel a pris environ 2 semaines. À partir du contact qu'on a pris avec ce prestataire qui est ArtView, la prise de visuels en fait, c'était très rapide, ça a pris même pas une matinée. Et ensuite, il y a eu quelques allers-retours pour la combinaison, disons, des visuels des œuvres, des textes de médiation que nous avions préparés et l'assemblage en fait de tous ces éléments. Et pour vous donner aussi une idée du budget, pour être tout à fait complètement transparent, c'était environ 1 000 € TTC pour réaliser cette opération. Alors c'est assez intéressant parce que effectivement ça permet d'avoir un support pour des visites virtuelles que nous avons pu faire même en partage avec l'écran avec l'artiste. C'était le cas pour l'exposition du Biencargement. C'est assez intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une trace de l'exposition qu'on peut valoriser sur le site du centre culturel qui devient effectivement depuis le premier confinement aussi un espace de ressources de documentation, comme c'était le cas aussi du musée de Nogent-sur-Marne. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez intéressant, quelque chose qui a aussi des limites, parce que, par exemple, quand on a utilisé cet outil pour faire la médiation en direct avec le public, en partage d'écran, il y a parfois en fait un rendu qui est saccagé. Du coup, il faut le prendre en considération. Les images, les visuels en fait, parce qu'il y a la possibilité, une fois qu'on se balade dans l'espace, de cliquer sur les œuvres et d'avoir des visuels qui montrent l'œuvre avec un texte qui les accompagne, ne sont pas forcément en qualité incroyable en termes de détails. Et du coup, on a dû, avec l'artiste, départager l'écran pour qu'elle puisse elle-même en fait, montrer des visuels dans le détail des œuvres, du coup rentrer dans le détail du dessin, par exemple, ce qui n'était pas forcément possible à travers cette visite virtuelle. Du coup, avantages et désavantages. En tout cas, c'est ce qu'on a fait pour cette exposition. C'est
c'est pas un outil aussi, je pense, qui peut fonctionner pour toutes les expositions. Nous, on a cette particularité de ne pas avoir une collection permanente, mais des expositions qui changent chaque 3 mois. La dernière expo que nous avons organisée, par exemple, était beaucoup plus de l'installation, du coup, beaucoup plus immersive. Et du coup, visite virtuelle, c'était d'ailleurs autour du cinéma aussi. Du coup, bon, c'était pas un outil qui convenait. Et on s'est penché plutôt avec l'artiste qui est Jean-Marc Chapouli sur la réalisation d'un film qui est devenu du coup un outil autre pour raconter cette exposition. Et là, encore une fois, c'est une trace qu'on peut mettre en valeur sur le site du Centre culturel et qui a été aussi l'objet d'une visite via Teams qu'on vient de faire il y a 2 jours avec le public. Merci beaucoup. Pardon. Non, c'était juste ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup pour ce petit témoignage. Alors, je vois dans les messages qu'on a également les archives départementales du Val-de-Marne qui viennent en effet d'inaugurer une visite à 360 de la dernière exposition. Zoé, est-ce que tu veux dire un mot à ce sujet? Ça y est, excusez-moi. Attendez, et là je mets la caméra. Oui, pardon. Oui, alors en fait, c'est parce que quand vous parlez de solutions techniques, on voulait juste vous dire qu'on avait pris, nous, une licence Round.Me, en fait, qui n'est pas très chère par an. Je crois que c'est 80 ou 90 €, quelque chose comme ça, et qui nous permet de faire des visites guidées. Donc, le rendu de Round.Me, en fait, c'est qu'il faut filmer à 360, donc de manière circulaire, l'espace, et après, on peut mettre des petits points, hein, c'est assez commun, et puis comme ça, on peut voir les cartels, les visites. Hein. Je ferai la même distinction que faisait une collègue, c'est-à-dire on peut voir le cartel, l'œuvre, et on fait un choix pour présenter, voilà, un choix d'œuvre. On ne peut pas tout présenter, sinon ça fait un petit peu trop. On peut mettre du son aussi, et donc nous on a fait ça en 3 parties, une partie par salle. Voilà, c'était un moyen, comment dire, pas trop cher, qui nous permettait de donner de regarder notre exposition qui donc vient d'ouvrir mais que personne ne veut voir, sauf voilà, certains collègues du département. Et on a mis ça à côté d'une visite virtuelle que nous permet notre fournisseur de site internet, ça s'appelle le monopage, c'est-à-dire qu'on a les textes comme ça qui défilent, mais là on a l'intégralité des textes. Donc en fait on a trouvé que c'était une offre un peu complémentaire avec les moyens du bord, parce que tout ça est réalisé en interne. Voilà, c'est le petit complément. Merci Zoé. Alors, il y a également une nouvelle question pour le musée de Saint-Denis sur la gestion des recettes des visites virtuelles ou des conférences virtuelles. Est-ce qu'elles sont gérées comme une entrée dans le site? Comment avez-vous géré cela et votre péri municipal? Mélanie, je ne sais pas si vous voulez répondre. Eh bien, en fait, comme il y a une volonté de pérennisation de l'offre, on a fait valider un nouveau tarif en conseil municipal, tout simplement. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on conclut cette réunion, cette rencontre? Jade, Muriel, Charlotte, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, si vous avez des questions ou des... Je viens juste de mettre dans le chat 2 autres sites qui ont fait des captations 3D de leur site, la Fabrique du métro, la Société du Grand Paris à Saint-Ouen, enfin un site de la Société du Grand Paris à Saint-Ouen, et puis l'Institut des cultures de l'Islam dans le 18e qui, pour son exposition Zone Franche dans le cadre de la saison Africa 2020. Donc voilà, 2 autres exemples si ça vous dit d'aller jeter un œil. Merci Jade. Et donc pour terminer, je vais vous proposer un dernier sondage de conclusion pour savoir justement est-ce que cette rencontre vous a été utile. Donc est-ce que vous pensez avoir, pour ceux qui n'ont pas encore développé des visites virtuelles, est-ce que vous pensez que vous avez maintenant peut-être plus d'éléments pour pouvoir le faire? Et aussi nous indiquer si vous souhaitez un accompagnement un peu plus personnalisé de notre part, que ce soit en Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis ou dans les Hauts-de-Seine, ou voilà, si vous êtes encore en réflexion, je crois que c'est le cas dans les réponses,
avant de pouvoir proposer des nouveautés du côté des visites virtuelles. Je vois dans le chat que quelqu'un a demandé des statistiques de fréquentation. On pourra vous donner tout ça. On a fait des statistiques qui vont jusqu'au 31 janvier, mais on pourra l'actualiser encore plus. Et voilà, un bilan autour des fréquentations, des origines géographiques, des horaires aussi qui fonctionnent bien. Voilà, tout ça, on pourra vous envoyer si ça vous intéresse, ainsi que la présentation PowerPoint aussi qu'on vous a présentée avec Muriel tout à l'heure, si ça vous intéresse aussi. Donc, et n'hésitez pas aussi à aller regarder la petite vidéo qui a été faite de promotion des visites virtuelles sur Explore Paris. Elle va être postée, voilà, elle est postée tout de suite dans le chat, donc qui présente un peu quelques exemples et donc que vous pouvez aussi diffuser autour de vous pour promouvoir toute cette offre. Alors, j'ai 26 réponses sur le sondage. Est-ce qu'il y a quelques dernières personnes qui souhaitent y participer? Mais je vois que pour la plupart, la réponse, la plus sélectionnée, c'est « je ne sais pas encore, je vais y réfléchir ». N'hésitez pas en tout cas à nous contacter les uns les autres si on peut vous aider justement dans cette réflexion. Et puis, on reviendra vers ceux qui ont signalé et souhaité un accompagnement plus personnalisé. Voilà, en tout cas, on est à votre disposition. Merci à tous d'avoir été si nombreux déjà pour participer à cette réunion. Merci beaucoup aux 3 intervenantes qui ont accepté de partager leur expérience et c'était passionnant et très complémentaire. D'ailleurs, je pense qu'on peut proposer aussi aux participants, si vous souhaitez être mis en contact avec d'autres sites, comme l'a dit Agnès du Musée de Nogent, si vous souhaitez tester les visites ou les conférences virtuelles qui sont proposées par d'autres sites, n'hésitez pas à contacter les équipes d'Explore Paris et puis on voit avec les intervenants pour vous permettre de participer gratuitement aux visites des autres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour tout ça. Évidemment, merci aussi à Jade, Muriel et Charlotte pour l'organisation de cette réunion dans un temps un peu court, mais qui a plutôt bien fonctionné. Et voilà, on va vous souhaiter une bonne journée, un bon 1er avril. Voilà, et on espère à bientôt pour d'autres rencontres ou pour des échanges autour de vos projets. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Merci. Merci.